Allez, on va se saluer. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci de nous retrouver pour cette nouvelle séance de Masterclass Tai Chi. Euh, donc, le prochain rendez-vous, donc il y aura deux autres rendez-vous pour jusqu'à la fin de la saison. Donc, un rendez-vous en mai, on parlait du 22, je crois, et puis au mois de juin également. Voilà, donc on terminera sans difficulté l'apprentissage de la forme 103, l'approfondissement, hein, ce n'est pas l'apprentissage, l'approfondissement de la forme 103. Donc, on est un petit peu moins nombreux aujourd'hui, donc j'en profite pour saluer ceux qui suivront le replay, puisque il y a pas mal d'occupations parallèles avec le retour du beau temps notamment, et puis d'autres raisons de formation, etc. Voilà, donc on sera en effectif un petit peu plus réduit aujourd'hui en direct. Alors, on avait travaillé sur la deuxième partie la dernière fois. On s'était arrêté après frapper le tigre à gauche et à droite. Et donc, on va finir aujourd'hui la deuxième partie et on va pouvoir commencer la troisième partie en reprenant les mouvements qui sont principaux dans l'enchaînement, ceux qui sont nouveaux, on va dire, par rapport à l'enchaînement. Bon, si au passage, je vois quelques mouvements intéressants à développer, je reviendrai éventuellement dessus. Donc, n'hésitez pas à formaliser vos questions. On n'est pas très nombreux. Bon, là, la majorité ont éteint leur micro, mais voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'intervenir, n'hésitez pas pour que ce soit un petit peu plus interactif et que ça puisse correspondre aussi à vos demandes, à vos précisions, aux précisions que vous souhaiteriez avoir. Voilà. Alors, on va commencer par un petit peu je vous avais demandé de vous échauffer un petit peu tout à l'heure. Bon, je préfère rentrer quand même assez rapidement dans le vif du sujet. Mais juste pour repratiquer un petit peu ensemble les éducatifs de la taille, ici, avec l'éducatif fondamental de droite-gauche, hein, rotation horizontale droite-gauche. Donc, vous connaissez l'histoire. On essaie d'éviter de bouger les hanches, hein. Ce que j'aimerais faire aussi un peu aujourd'hui, c'est un peu insister sur l'idée de ressentir dans son corps, hein, le ressenti corporel dans la pratique, parce que c'est un facteur intéressant, important, pour justement, c'est pas toujours la compréhension intellectuelle des mouvements qui est importante, mais c'est aussi de se sentir un peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est le travail de la taille, ici. Donc ce que vous devez sentir, par exemple ici, c'est que le poids du corps dans les pieds ne bouge pas en fait. Vous ne devez pas sentir de poids qui vient sur l'intérieur du pied ou sur l'extérieur du pied. Vous ne devez pas sentir un petit mouvement des genoux parce que vous verrouillez, hein, toute la partie basse est stable ici. Et c'est que la colonne vertébrale qui tourne sur son axe. Voilà, voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, vous la connaissez aussi. Donc un peu plus difficile. Translation horizontale, on va dire. Alors là, j'ai assez peu de retours caméra de votre part, hein, parce que j'ai besoin d'avoir l'écran principal sur moi pour voir mes cadrages. Donc, je serai en difficulté pour vous faire des corrections, hein, mais les raisons techniques s'imposent à nous. Voilà, donc essayez de ne pas baisser les épaules. Restez bien sur un plan horizontal. Sentez comment la colonne vertébrale, ici, se désaxe, entre guillemets. Voilà, et ensuite, peut-être d'abord le cercle, ici. Mouvement circulaire. Voilà, essayez de les pratiquer régulièrement, ces exercices. Comme là, on le fait, hein, pour notamment préparer un petit peu le ressenti et le corps en début de séance. Voilà, puis le travail du 8. Donc, le faites pas, essayez de ne pas le faire par vos épaules. Essayez de le faire par le centre du corps ici. C'est le centre qui vient chercher ce mouvement du cercle. Voilà, et dans les deux sens. Des fois, c'est moins facile dans l'autre sens, en tout cas pour moi, sans qu'il y ait un sens qui marche bien.
et un sens qui est plus compliqué. OK. Pour faire un petit aparté aussi sur les 10 principes, on avait évoqué les principes suivants de l'enchaînement, enfin de la suite des 10 principes. Je voulais parler un petit peu de se mouvoir dans la continuité. Donc, c'est un principe flagrant hein, dans la pratique du tai chi. Hein, c'est ce qui donne un peu une des caractéristiques principales, c'est que le mouvement est fluide et continu, hein, sans temps d'interruption. Et peut-être qu'il faut réformer un peu parfois la vision qu'on a eue pendant l'apprentissage, pendant que vous avez appris toutes ces années la forme pour la mémoriser. Vous avez vraiment séquencé vos mouvements les uns après les autres. Et le problème, c'est qu'après, on reste souvent dans ce séquençage mentalement, en quelque sorte. Donc, comment sortir de ces séquençages mentalement hein, c'est notamment par le travail de la taille et par le travail du cercle. Voilà, donc c'est le travail du cercle qui va vous permettre de faire le lien avec l'ensemble des mouvements. Donc ça, c'est pour la continuité. C'est le lien avec le haut et le bas. Hein. Il y a synchroniser le haut et le bas dans le principe précédent. Hein. Mais pour synchroniser le haut et le bas, ça passe beaucoup par la taille. Hein, par coordination aussi, bien sûr, du haut et du bas, mais aussi par la taille. Voilà, donc essayez de mettre bien ça en œuvre dans ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, on avait on avait fini la dernière fois par frapper le tigre à gauche et donc frapper le tigre à droite. Donc, on avait fait ça. Je pense qu'on n'avait pas fait la fermeture et puis après la suite. Donc, on va voir cette séquence-là, puis on va terminer la deuxième partie pour pouvoir démarrer dans la troisième partie. On avait juste fait le tour complet là, avec le changement de pied. Le tour complet, ça? Non, dans l'autre sens. Le changement de pied, avant le final. Attends, je ne suis plus parce que j'ai regardé la vidéo. On s'était arrêté là, en fait. Non? Ce qui était là la dernière fois? Il me semble qu'on avait frappé le tigre aux tempes. Oui. Ah, tu veux dire qu'on avait fait ça, c'est ça? Frapper les oreilles de l'adversaire, c'est ça que tu veux dire? Je me souviens, on avait parlé du retourner soit sur la pointe du pied, soit sur le talon du pied. Et Ah, comme il y a un changement de pied, quand on fait ça, voilà, là? voilà, D'accord. c'est ça. OK, ça roule. OK. Bon, alors, donc je vais reprendre avec vous cette séquence pour l'instant. Donc on reprend, alors j'ai un tapis, ce n'est pas très pratique pour les rotations, j'espère que ça va aller pour mon genou, ici. Donc je refais frapper le tigre, alors peut-être je vais le faire dans votre sens. Donc je pose le pied, je ferme mon bras gauche, pose mon pied gauche, et je viens chercher, frapper le tigre à gauche. Rotation du pied gauche, suffisamment, hein. Tournez bien votre pied gauche. Avec le retour du poids, on descend le bras gauche et on ouvre les mains. Pose le pied. Vérifiez la largeur des épaules, puis parez et frappez. Donc, au niveau de l'estomac pour la main qui est en bas, au niveau du front pour la main qui est en haut. Puis, avec l'ouverture de la hanche gauche, je descends mon bras droit au niveau de l'épaule et mon bras gauche part. Puis, j'enroule à partir du coude. Je ferme mon pied droit. Je monte et je viens chercher coup de talon devant. Main droite dirigée vers la direction du pied. Puis, rotation sur le talon. Donc, avec le pied qui se met dans la direction cardinale. Les bras qui vont se tourner paume vers le ciel, hauteur d'épaule. Puis, je pose mon pied en faisant attention d'être pas sur un fil, hein, d'avoir écarté suffisamment. Les mains viennent au niveau des hanches, tournent paume vers le sol et montent pour frapper les oreilles de l'adversaire. Okay, donc je vous l'ai fait dans votre sens
Pour l'instant, je vais vous le refaire dans l'autre sens. Donc, je le reprends à partir du coup de pied, par exemple. Donc, coup de talon, poser, fermer, frapper le tigre à gauche. Attention à la coordination, ouvrir les mains, descendre bras gauche, poser pied, frapper, ouvrir la hanche, enrouler, en fermant le pied droit. Coup de talon droit, pivot sur le talon, comme on avait dit. Amener les mains, tourner, frapper. Attention de ne pas trop lever vos coudes et vos épaules. Ok, donc a priori, d'après ce que disait Philippe, c'est par là qu'on s'était arrêté. Voilà, donc on avait effectivement dit que la rotation se faisait sur le talon parce qu'on ne change pas de pied d'appui à l'arrivée, de l'équilibre. On ne dépose pas le pied droit à l'arrivée tout de suite, puisqu'on se retrouve dans cette position intermédiaire. Et faites attention à vous asseoir pour aller déposer ce pied. Et puis ensuite, votre mouvement ici qui va descendre vers les hanches, puis pivoter pour que les doigts tournent vers les hanches et fermer le poing. Et tout ça en tournant autour des coudes. C'est ça l'idée, qu'il y ait un mouvement, si on descend, qui nous empêche de monter les coudes, de monter les épaules, ici. Voilà, donc on vient monter, tourne, et ensuite, le mouvement, c'est un mouvement de monter pour venir frapper à la hauteur des oreilles. Vous devez vous retrouver la largeur aussi d'une tête, parce que des fois, il se peut que vous soyez soit un peu trop serré, soit un peu trop écarté. Donc, essayez d'avoir la largeur de votre propre tête. C'est ça votre repère. Ok, je regardais les messages. Je ne savais pas si Renaud avait mis un autre message. J'espère que tu entends bien comme il faut, Renaud. Fais un petit signe pour voir si c'est OK, Renaud, si tu m'entends. Ouais, OK, ça roule. OK. Donc voilà pour frapper les oreilles de l'adversaire. Tac, tac. Donc on va... Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, il va se passer, je me mets dans votre sens aussi, c'est quoi ma direction? À force de tourner, je ne sais plus. Frapper les oreilles, c'est par là-bas. OK. Il va y avoir donc un mouvement circulaire, descendant, ici, avec rotation au niveau des coudes, pour aller chercher la séparation du talon gauche, pour le coup de talon gauche. Voilà, donc ce mouvement, ici, de descente, il va respecter toujours les mêmes critères d'enroulement autour des coudes. Pour s'exercer, ça c'est les mains nuages. Donc on est dans ce même schéma de bras ici. Ça tourne autour de l'axe du coude. Ça tourne autour de l'axe du coude. Voilà, donc c'est la même chose ici. Donc je viens de frapper ici et je vais descendre, enrouler, préparer ici pour aller faire mon coup de talon. Voilà. Ça, c'est pas trop difficile. C'est à peu près connu, c'est des choses qui sont déjà connues. Et puis, on va, une fois qu'on a fait le coup de talon, il va y avoir la fameuse rotation, où là, on va tourner sur quelle partie du pied? Je vous pose la question. Sur l'avant du pied, puisqu'on change de pied à la réception. Voilà, c'est ça. OK. Alors, j'espère que ça va aller, parce qu'en plus, je tourne sur mon mauvais genou.
Bon, mon tapis, il accroche trop. OK. Bon, je pense que ça va aller, je vais faire doucement. Si tu te décales sur le carrelage un peu à côté, on te voit encore. Ouais. Ouais, ouais, bon, je vais essayer d'y arriver, comme ça en faisant doucement, sans brusquerie. OK, alors une fois qu'on a fait ce fameux coup de pied, donc on a fait le coup de talon, ici, on va replier et on va tourner la main gauche vers le ciel, garder la main droite redressée et amener le pied vers l'arrière. Amenez-le dans l'axe sans trop croiser et serrer, hein, d'accord? C'est juste envoyer ici. Comment faire une rotation qui soit propre, ici? Déjà, essayez de ne pas ramener, de ne pas serrer les cuisses dans la demande d'impulsion, en quelque sorte, que vous donnez ici. C'est au contraire, c'est le fait d'avoir, comment dire, un peu d'espace, d'avoir un cercle, hein, suffisamment large ici pour donner à tourner sur le mouvement. Oui, là, Normalement, bon là, oui. profiter de l'effet gyroscopique là, de ce coup-là, alors que dans l'autre retournée, il faut surtout pas. Il y a un petit peu de la jambe, mais bon, c'est pas aussi fort que là, sans doute. Ouais, peut-être un petit peu plus. En fait, disons la différence, c'est que l'autre, à la fin, il faut bien relever pour aller chercher la verticalité, ce qui va freiner la rotation. Euh, alors que là, c'est un peu différent puisque on va poser le pied. Donc du coup, alors que l'autre, on ne pose pas le pied. Donc c'est un peu la différence, hein. Et l'autre, d'ailleurs, on tourne sur le talon. Donc c'est pas la même chose. Alors que là, on tourne sur la balle de pied. Voilà, donc effectivement, on profite un peu de cet effet gyroscopique, hein, et on va poser le pied dans la direction diagonale. C'est un peu tous ces mouvements-là, ce qui peut être une difficulté, c'est souvent les directions de pied. On avait eu la même réflexion justement sur celui de la deuxième partie, là, quand on fait ça, ici. Si votre pied, vous ne l'avez pas bien tourné correctement, trop ou trop peu, ben, vous allez avoir des problèmes d'équilibre liés donc à cette direction de pied. Et donc, c'est la même chose ici. Il faut être assez vigilant sur la direction des pieds quand vous avez fait votre dépôt de pied gauche ici, hein. Donc, on envoie le pied et il faut qu'on s'arrange pour le poser assez proche de l'autre pied et suffisamment pivoté. C'est-à-dire, on a un temps ici où on a les deux jambes relativement fermées, hein, les deux genoux relativement fermés. On est un petit peu comme ça. C'est pas très confortable quand on s'y arrête, mais comme on s'y arrête pas normalement dans le mouvement, c'est quand même un mouvement qui est assez, euh, comment dire, continu. Donc du coup, c'est moins traumatisant pour la position, puis c'est moins difficile en termes de souplesse. Voilà, donc il faut trouver cette, comment dire, continuité dans le mouvement. Voilà, donc ne posez pas votre pied gauche trop loin. Plus vous allez créer un espace important entre les deux pieds, plus vous allez tomber sur votre pied, perdre l'équilibre ici pour la suite du mouvement. Donc, il faut trouver, en réalité, l'espace, il est simple, il est comme d'habitude, c'est la largeur des épaules. Regardez, si je pivote, moi, mon pied, ici, à l'arrivée, je me retrouve, j'ai ma largeur à peu près naturelle. Voilà, donc c'est ça que vous devez contrôler pour voir si votre pied, soit vous le fermez trop, soit vous le ouvrez trop. Très souvent, il est plutôt trop ouvert. Mais bon, hein, à vous de vérifier ça. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, bon, c'est pareil, ça fait partie des mouvements un peu délicats, hein, de la deuxième partie. Eh ben, dès qu'il y a des rotations sur un pied, c'est pas toujours très facile. OK, donc j'ai donné mon coup de pied. Ici, je tourne ma main gauche, ma main devant, j'envoie ma jambe à l'arrière et je donne mon impulsion. Je pose mon pied assez proche. J'essaie de le tourner dans la diagonale, ici, pour aller chercher ici le coup de talon. Donc, final. Enfin, final, le dernier coup de talon de la deuxième partie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce mouvement?
Non, ça va? J'enlève. Oh, c'est Michel qui fait du bruit. Ouais, dans la dernière rotation, ton poids du corps, quand tu arrives, il est sur la jambe droite ou sur la jambe gauche? Alors, c'est compliqué à répondre parce que il faudrait vraiment prendre, comment dire, qu'est-ce que ça veut dire quand tu arrives? Est-ce que ça veut dire quand je pose le pied? Euh, Parce qu'en réalité, ici, mon poids du corps, il est sur ma jambe d'appui, donc droite, bien sûr, je suis sur un seul pied, ici. Quand je pose, au départ, pour pas tomber sur mon pied gauche, je garde encore un peu de poids sur ma jambe droite. Et ensuite, je transfère mon poids sur ma jambe gauche, que je viens de poser, et je vais pouvoir pivoter mon pied droit pour finir ma rotation. Ok, Donc, j'ai quand même plutôt tendance à dire qu'il y a une petite réserve. Alors, ça se joue à pas grand-chose, hein. C'est quand même assez subtil. Hein. Au moment où je pose mon pied, je n'ai pas mis tout mon poids sur mon pied gauche. ok. Sinon, pour moi, on tombe sur le pas, en fait. Hein. Et pour moi, il faut garder la maîtrise de son transfert de poids. Donc, on pose le pied, mais c'est vrai que très rapidement après, on amène le poids dessus. Donc, ça peut donner l'impression qu'on met le poids directement sur le pied gauche. Il n'est pas directement. Ok, merci. Voilà. C'est une question effectivement assez intéressante parce que ça peut, voilà. Après, il faut peut-être aussi l'expérimenter. C'est l'axe aussi que je proposais tout à l'heure. Expérimenter un peu le ressenti. Être bien à l'écoute de votre ressenti pour voir en termes de stabilité comment ça se passe. Si vous avez cette sensation que vous tombez un peu sur votre pied qui se pose, hein, ou si simplement vous posez votre pied. Voilà. Et de mon point de vue, on pose le pied et ensuite on transfère pour pivoter l'autre. C'est ce qui va faire la continuité du mouvement et en même temps la maîtrise du poids du corps et des équilibres. Il n'y a jamais un moment dans la forme où on tombe sur le pied qu'on pose. On est bien d'accord, à chaque fois qu'on pose un pied sur les pas de base, hein, on pose le pied en s'asseyant sur la jambe d'appui pour faire poser le talon. Hein. Donc c'est la même chose pour tous les pas. Il n'y a pas de pas où on tombe sur le pas. Voilà, donc on essaie d'être quand même plutôt dans cette culture-là et de ne pas se laisser embarquer, sinon on se laisse un peu embarquer par justement l'effet gyroscopique en fait, du mouvement. Ok, Il me semble que quand on transfère le poids, en même temps qu'on pivote le pied qui se retrouve devant, il s'enchaîne tout de suite avec la montée du genou. sur celui-là, c'est ça? Sur celui-là? Non, sur celui qu'on vient de travailler là. Donc le Ah oui, transfert du oui, oui. poids, on reste sur la jambe porteuse, mais quand on va transférer le poids sur la jambe gauche, euh, on va pivoter le pied avant, mais on va l'enchaîner tout de suite, ou à peu près, avec la montée du genou. Bien sûr. Donc là, je décompose un peu et on isole des parties par rapport aux autres. Donc des fois, il se peut que ça donne l'impression que ce n'est pas tout à fait coordonné. Mais effectivement, donc quand je suis là, j'envoie ici mon pied, j'amène mon poids sur ma jambe gauche, je pivote et je lève mon pied droit. Bien sûr. Voilà. Et donc le transfert du poids, pour moi, je l'assimile plus comment dire, la charnière qui fait lever le genou. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ici, je pose et après, donc voilà, après, c'est bon, c'est le fait de décomposer un peu à l'excès aussi. Hein. C'est la limitation de la décomposition. Hein. À trop décomposer, des fois, ça nuit un petit peu finalement au naturel entre guillemets du mouvement. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est plutôt l'idée de ne pas sentir qu'on tombe sur le pied gauche quand on le pose. Hein. Et puis après, c'est la continuité du mouvement, bien sûr. Ok, donc après le coup de talon, bah, il n'y a rien de particulier. Et puis toute la fin, ici, c'est pareil, il n'y a rien de particulier puisqu'on va aller chercher donc, le coup de poing habituel, ici, avec la séparation hein, pour la fermeture de la deuxième partie après sur la droite. Je
Je regarde. C'est qui, Léo Montana? Bonjour. Ah, c'est Armel, c'est ça? D'accord. OK. Et Véronique? Eh bien alors les filles, c'est à ce heure-ci qu'on arrive? Bah, écoute, tu as un flyer sur lequel il y a marqué 10h30, hein, je te ferai remarquer. Ah bon? Ouais. Donc la dernière fois, je suis arrivée à 10h30 et je pensais m'être trompée, avoir mal lu. Et Ouais. le flyer que tu as envoyé cette semaine, enfin cette fois-ci, il y a marqué 10h30. Celui que j'avais mis sur Facebook, c'est ça? Ouais, il y a marqué 3 avril, samedi 3 avril, 10h30. Ah ben merde alors. Voilà, donc non mais bon. Donc je me suis dit, bah, la dernière fois, j'ai dû me tromper ou mal lire, ou je sais pas. Et là, j'ai bien vérifié. Non, il y a marqué 10h30 sur le flyer. Bon, ben Pas très excusez-moi. grave, mais bon, j'ai été étonnée de voir que ça commençait à 10h et pas à 10h30. Ouais, c'est 10h, 11h30, il me semble, d'habitude. C'est bien ça, Philippe, enfin, et Michel, tout ça, c'est bien 10h d'habitude. Oui, et puis c'est ce que j'ai lu aussi sur le rendez-vous sur ton site. D'accord. Bon. Je sais pas, moi j'ai vu je te renverrai le truc que tu m'as envoyé, il y a marqué 10h30. Non, mais je te crois. Hein. C'est des fois, le problème, c'est des copier-coller, tu sais. Oui, non, mais je me suis douté que c'était une erreur, voilà quoi. Et du coup, je me dis, tiens, cette fois-ci c'est 10h30 et pas 10h comme la dernière fois. Je pensais que tu avais un truc à faire, quoi. Donc voilà. Et bon, et donc du coup, je suis arrivée à 10h30, je vois, bah, il fallait se connecter à 10h. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, écoutez, tout va bien. Vous pourrez avoir le reste en replay puisqu'on a mis l'enregistrement. Et puis, on vient simplement de finir la deuxième partie qu'on n'avait pas tout à fait terminée. Donc, on va pouvoir commencer ensemble la troisième partie. OK. Alors, donc sur cette deuxième partie, est-ce que globalement, il y a encore quelques mouvements qui vous causent des soucis particuliers sur lesquels vous auriez soit des questions, soit une petite demande de revisite, entre guillemets, sur l'enchaînement de la deuxième partie? Ok, je vous laisse juste réfléchir. S'il n'y a pas de réponse, je vais enchaîner, bien sûr. OK. Alors, la troisième partie de l'enchaînement. La troisième partie de l'enchaînement est une partie qui est la plus longue de l'enchaînement. C'est, à mon sens, pas forcément la plus difficile. Par contre, il y a peut-être un effort de mémorisation qui est un peu plus important puisqu'elle est plus longue. Hein, et c'est de bien se repérer dans les moments un peu clés pour ne pas se tromper dans l'enchaînement. Alors, j'ai des élèves, je ne sais pas vous comment vous avez mémorisé la troisième partie. Je sais que moi, j'avais un élève qui me dit, ben moi, pour me rappeler de l'enchaînement au début, j'ai mémorisé NNS. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais si ça peut vous servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire navette, nuage, serpent. Voilà, ça veut dire que les moments où on peut se tromper dans la troisième partie, c'est en général sur le simple fouet. Et les ennuis commencent si on se trompe au niveau des simples fouets. Si par exemple, au lieu de faire les mains nuages, on fait autre chose, ou qu'on fait les mains nuages au mauvais moment, vous allez mettre en vrac votre enchaînement de la troisième partie parce que ça ne va plus coller après. Donc ça, j'en parle notamment vis-à-vis des passages de grades, hein, pour ceux qui passeront des grades ou qui ont déjà passé des grades sur l'enchaînement complet. Donc c'est la difficulté, c'est de ne pas se tromper dans la troisième partie. Voilà, donc ce genre de petits moyens mémotechniques vont vous aider à mémoriser navette en premier, ensuite les mains nuages sur le simple fouet suivant, et ensuite le serpent qui rampe sur le mouvement suivant. Moi, perso, j'avais une autre manière de mémoriser ça. Pour moi, j'ai repéré quels étaient les mouvements clés qui m'indiquaient que c'était les nuages après. Pour moi, à la fin des navettes, quand j'ai fait les navettes, je sais qu'au prochain simple fouet, j'ai les mains nuages. Je pense toujours navette et derrière, je sais que ça sera les nuages. Et ensuite, pour se retourner
et le serpent blanc darde de sa langue, je sais que derrière, j'ai les mains-nuages. Donc, le serpent blanc darde de sa langue, juste derrière, au prochain simple fouet, j'ai les mains-nuages. Voilà, donc moi, j'ai repéré ces deux mouvements-là, et à chaque fois que j'arrive là et que je me dis, ben, ah, serpent blanc darde de sa langue, ben, je sais que derrière, je vais avoir les mains-nuages. Voilà. Et normalement, le reste se goupille un peu tout seul. Voilà, donc à vous de voir un peu quelles sont la méthode qui vous convient. Ça peut être après tout simplement à apprendre par cœur. Mais encore une fois, quand on est sous le coup de l'émotionnel lors des passages de grade, par exemple, ce qu'on a appris par cœur, ce n'est pas toujours sûr que ça marche bien. Parce que des fois, l'émotionnel est un peu fragilisé et on se retrouve un petit peu en difficulté. Donc voilà, on va donc démarrer cette troisième partie. Il y a des mouvements particuliers dans cette troisième partie, comme le serpent qui rampe, comme séparer la crinière du cheval sauvage, qui est spécifique aussi, hein, et puis bien sûr les navettes. Les navettes, de mon point de vue, c'est le mouvement le plus difficile de l'enchaînement, il me semble. Il demande à la fois une ouverture de hanche beaucoup plus importante que d'habitude. Il demande une coordination importante entre le haut et le bas, un travail de la taille. Et puis, il y a des choses qui sont qui sont coordonnées, mais qui ne sont pas forcément synchronisées, entre guillemets. Donc, c'est un mouvement compliqué. Voilà, donc on va essayer de le faire ensemble tout à l'heure. On va d'abord démarrer cette troisième partie ensemble. Donc, ce qu'il y a de cool, c'est que le début de la 3, ben, c'est la même chose que le début de la deuxième partie. Donc, on est de dos, on a donc les bras croisés, et on vient chercher ici le mouvement emporter le tigre à la montagne. Donc, je viens chercher la descente du bras gauche, je positionne mon pied droit à l'arrière, le brosser le genou, comme on le connaît, donc sur la diagonale arrière. Puis, donc là, je sais que vous ne me voyez pas en principe. Puis, le presser, le pousser, le séparer et le pousser. Voilà, donc ça, c'est déjà connu, il n'y a rien de particulier à rajouter, enfin bon, sauf si vous avez des questions. Puis, on va avoir le simple fouet ici, dans la diagonale. Au passage, j'en profite pour vous dire justement, ce simple fouet dans la diagonale, si vous regardez bien le point sous le coude du début de la deuxième partie, en réalité, ça fonctionne à peu près de la même manière. Puisque le point sous le coude dans la deuxième partie, on a la simple manœuvre qui est identique. Ce qui change, c'est que dans le point sous le coude, on a la main droite qui est ouverte, alors que là, on forme la main crochet. Et dans le point sous le coude, on vient chercher la diagonale pour parer, alors que là, on a la main gauche vers l'extérieur pour aller chercher le simple fouet. Voilà, donc c'est en réalité la même mécanique. Souvent, vous êtes un peu troublé par le point sous le coude. Je vous le montre dans un autre angle. Hein. Au lieu d'aller chercher la diagonale ici pour pivoter ensuite, vous pouvez avoir assez facilement le défaut de tourner tout de suite vers l'avant. C'est-à-dire de ne pas marquer, il ne s'agit pas de le marquer, mais l'intention, elle est dans la diagonale avant de tourner. Et des fois, vous posez votre pied, puis tout de suite, vous tournez. Voilà. Donc, essayez peut-être de faire ce lien qu'il peut y avoir entre le point sous le coude et le mouvement de parer du point sous le coude avant de tourner. Alors, ça ne dure pas longtemps, hein, on est bien d'accord, c'est un mouvement, on ne s'y arrête pas, hein, normalement. Mais il est quand même visible, lisible, ici. Hein, et ensuite, je tourne. Voilà. Et le mouvement du simple fouet ici, où là, c'est un simple fouet dans la même diagonale. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours intéressant parfois de se rendre compte ce qui est pareil finalement, ce qui fonctionne de la même manière. Hein. Et des fois, bizarrement, on ne s'aperçoit pas que c'est la même chose. Voilà. Donc, c'était un petit focus sur la direction de ce simple fouet. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut redire sur le début donc emporter le tigre à la montagne? Je vais le montrer dans cet angle-là. Donc, mon pied gauche se ferme. Si je ramène bien mon poids sur ma jambe d'appui,
Je pose mon pied en même temps que je prépare mes bras et ensuite, on va retrouver ce qui est déjà connu. Donc là, il n'y a pas de... Pensez à ne pas trop reculer le poids trop tôt sur la jambe arrière. Et là, bon, ça, c'est quand même bien connu. Voilà. Et après, ici, dans le cas présent, le simple fouet vers la diagonale. Thierry, tu m'entends? Oui. Tu m'entends. Est-ce que l'angle de la diagonale du simple fouet est le même que la diagonale du point sous le coude de la deuxième? Oui. Oui. Okay. Il y a peut-être une petite différence, c'est que dans le simple fouet, on est dans un pas de l'arc parce que c'est une posture finie, entre guillemets, ici. Donc, on est dans un pas de l'arc, il faut qu'on ait la largeur de nos épaules. D'accord? Donc, votre pied droit dans le simple fouet, la troisième partie, il est dirigé vers le nord et c'est le nord, je ne sais plus. Normalement, oui, c'est ça, oui. Ouais, il est dirigé vers le nord et l'autre pied est dirigé vers le nord-ouest pour la direction de votre simple fouet. Avec la largeur des épaules entre les deux pieds. Alors que, je finis, tu diras après, dans le point sous le coude, on n'est pas sur un pas de l'arc. On est sur un pas intermédiaire qui est sur la ligne, puisqu'ensuite on pivote. Ce n'est pas une posture entre guillemets arrêtée, c'est un point de passage. Comme vous le savez, les pas intermédiaires sont sur la ligne. On a dit les pas de l'arc sont largeur des épaules, les pas vides sont sur la ligne, de part et d'autre de la même ligne, et les pas intermédiaires sont aussi sur la ligne. Voilà. Donc, il y a une petite différence quand même sur le pas. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous démarrez votre simple fouet, vous ramenez bien votre pied pour aller ouvrir la hanche et déposer votre pied avec la largeur des épaules. Mais effectivement, je suis dans la même direction que ici dans le mouvement de préparation du point sous le coude, c'est-à-dire ici l'interception du point sous le coude juste avant de tourner. Voilà. Vérifiez bien ce point sous le coude, ce n'est pas finalement un mouvement très facile. Et il y a vraiment ce problème ici de ne pas aller dans la diagonale, souvent, c'est-à-dire vous allez déjà vers là-bas. Voilà, il s'agit bien d'une interception. Il y a un coup de poing qui arrive dans la diagonale, je intercepte le poing et ensuite j'attrape le poignet pour tirer. Après, remonter pour faire la clé, puis la frappe au niveau des côtes. Mais voilà, il faut bien percuter ça. OK, ça va? Je note une petite différence justement entre la position intermédiaire du point sous le coude et la position finie Simple fouet. Voilà. Le sujet, c'est que le pied droit, il doit pointer vers le nord, alors que dans la position intermédiaire du point sous le coude, il est à 45 degrés. Il est dans une autre diagonale. Alors, je ne crois pas. Parce qu'ici, quand on est sur notre point sous le coude, je réfléchis pour voir comment je le pratique. Moi, je le mets vers le nord aussi, Ah bon? dans le point sous le coude. Ce pied droit. Les deux pieds parallèles et dans le 45 degrés à droite du nord. Oui, tu parlais par là, c'est ça? Enfin, un peu ouvert. Ouais. Moi, non, moi, je le mets pareil, c'est-à-dire la même méthode. C'est-à-dire mon pied droit, comme c'est une simple manœuvre qui est identique au simple fouet, j'ai la même règle. C'est-à-dire mon pied droit, il va vers le nord. Et donc, après, quand je fais mon retour, mon pied gauche pivote. Ici, là, c'est la même chose qu'un simple fouet. Ici, jusque-là. Et ce qui change, c'est ici, je ramène mon pied, je pose sur la ligne parce que c'est un pas intermédiaire. Et voilà. Mais pour moi, les pas sont les mêmes. Enfin, les ouvertures de pied sont les mêmes. Pourquoi pas vérifier, je n'ai pas la connaissance absolue. Je suis perfectible et c'est pour ça que je continue à travailler. Mais je suis quand même assez tranquille. Mais voilà, pourquoi pas le vérifier sur, par exemple, les vidéos de Maître Yang, puisqu'on a quand même accès à pas mal de sources aussi de ce point de vue-là. OK.
D'autres choses ou c'est bon? Ben, c'est bon pour moi. Ouais, ok. Alors, le simple fouet en diagonale. Qu'est-ce qui va se passer après ici? Il va se passer, moi j'aime bien ce mouvement, il est assez intéressant pour tout le travail de la taille qu'on a parlé tout à l'heure, hein, le travail du 8 qu'on va chercher avec l'ensemble du centre du corps. Très souvent, vous avez un peu tendance à faire 1, ramener les bras, poser les pieds, séparer. Donc, comment dire, corporellement, c'est OK, d'un point de vue du schéma corporel, mais ce qui manque, c'est le liant, hein, le travail de la taille, et par là, et le résultat du travail de la taille, c'est la continuité du mouvement. C'est ça qui n'est pas très facile à trouver ici. Donc, quand je suis dans ma position de mon simple fouet, je vais aller chercher donc un transfert de poids sur l'arrière et ma taille va tourner vers la droite pour revenir vers la gauche. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce mouvement de corps ici. Donc, et tout ça, ça va s'exprimer après. L'expression des bras va rentrer dans cette circularité parce que vous avez la circularité du centre du corps. On peut être dans un premier niveau de pratique de la troisième partie. Je parlerai plutôt du mouvement droite-gauche, c'est-à-dire droite, gauche. Ensuite, on place et après, droite pour aller ouvrir la taille. Donc, c'est pas mal déjà, mais peut-être ce n'est pas suffisant. Ce qui m'intéresserait plus, c'est qu'au-delà de ce travail droite-gauche uniquement, c'est de trouver la circularité pour pas qu'il y ait d'interruption. Ça, là encore une fois, je vous renvoie à votre ressenti. Si vous écoutez bien votre ressenti, il y a des chances que vous sentiez, peut-être pas, hein, peut-être ça se passe très bien, mais en tout cas, c'est le risque ici de faire un mouvement 1, 2, poser le pied, 3. Auquel cas, les choses ne sont pas reliées. Rappelez-vous peut-être le mot qui me paraît assez intéressant pour comprendre ça, c'est le terme qu'on emploie qui est unifié. L'idée, c'est de unifier, alors bien sûr, unifier le corps à l'esprit, etc., mais aussi unifier le corps dans ses différentes composantes, c'est-à-dire unifier le haut et le bas. Le travail de la taille va jouer ce rôle d'unification et de coordination. Voilà. Donc, je suis dans mon simple fouet. Donc, je tourne ma taille vers la droite. Puis, en même temps, bien sûr, ça me fait fermer mon pied gauche, parce que ma taille a tourné. Et je tourne la taille vers la gauche pour préparer ici mon mouvement, pour ramener mon pied et déposer le pied un peu moins que 45 degrés en termes d'ouverture. Et là, on va avoir un mouvement de rotation vers la droite pour aller chercher le mouvement de bras. N'utilisez pas le bras pour faire un mouvement de bras. C'est le corps qui permet d'aller chercher ce mouvement. Je le fais dans un autre sens ici. C'est le corps ici qui tourne et qui envoie le bras. Vérifiez par contre que le bras reste dans l'axe de votre pied avant pour pas qu'il s'écarte. Des fois, vous voyez, on ne le voit peut-être pas très bien. On voit peut-être mieux comme ça. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le bras dans la ligne de ma jambe. Si j'écarte plus, ce n'est pas correct. Et bien sûr, vous savez aussi, la main arrière aussi, très souvent, elle peut avoir tendance à s'ouvrir. Ici. La main gauche, comme dans le reste de la forme. Sur le brosser, le genou, ici, la main gauche, elle est relâchée, détendue. Je pose ma main et j'ai ma position. Ben là, c'est la même chose. Quand je suis caresser la crinière du cheval sauvage, mon bras gauche, il est relâché. Vous le détendez complètement, vous formez votre main avec la paume vers le sol et vous avez la position à laquelle il doit se trouver. Normalement, ça va être un peu à l'avant de la hanche. Donc, voilà. Après, ça dépend aussi de votre inclinaison. Bon, le buste est un peu incliné puisqu'on est dans un pas de l'arc. Thierry, est-ce que tu peux dire que tu arrêtes le bras avec la balle du pied?
Le bras droit, Oui. celui-là? Oui. Oui, on peut le dire parce que il y a une coordination entre l'arrivée du poids sur le pied droit, donc sur la balle de pied, et la fin du mouvement. Ouais, c'est tout Donc, à fait l'impression. Ouais. ouais, il s'agit bien de coordonner pour que l'action martiale corresponde aussi à l'arrivée sur les ancrages. Oui. Il ne peut pas y avoir, par exemple, comment je fais ça? Donc là, là ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Hein. J'ai amené mon poids devant et puis j'ai mon bras. Bon, j'ai exagéré peut-être un peu aussi, hein, mais ou alors, là c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire que mon bras arrive en premier puis mon ancrage après. Non, il faut que ça arrive ensemble. Donc ça rejoint tout ce travail d'ancrage, d'enracinement, de coordination, hein, et puis de ressenti des sources jaillissantes. Stocker l'énergie, restituer l'énergie. Et pour restituer l'énergie, il faut que ça soit coordonné, unifié. Ça nous amènera vers le travail des Fajing. Fajing, sortie d'énergie, ça veut dire. Le travail des Fajing, c'est un travail un peu plus dynamique qu'on peut utiliser dans le Tai Chi, assez peu dans le style Yang. Mais Maître Yang en parle quand il fait des stages, justement pour cette idée d'unification. Ce qui n'est pas facile, c'est parce que souvent on utilise la force aussi, alors que les arts martiaux externes utilisent la force. Les arts martiaux internes utilisent l'énergie, justement, le Fajing, et qui passe par l'unification. Si le corps n'est pas unifié, on va faire quelque chose de manière externe, c'est-à-dire j'utilise ma force de mes bras pour faire mon action martiale. Alors que ce qui m'intéresse, c'est utiliser la totalité du corps, c'est-à-dire l'ensemble va participer à l'aspect d'efficience martiale, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est une démarche qui est un petit peu différente des arts martiaux externes. Alors ça, c'est un bon sujet parce que la coordination, quel que soit le mouvement, encore une fois, c'est la même chose dans le brosser le genou. On ne fait pas et on ne fait pas. Non, comment j'ai fait d'abord? C'est pas possible, on est bien d'accord. Donc pourquoi ça serait différent dans ce mouvement? Donc ça l'est pas. Donc c'est ici, j'unifie pour que l'ancrage et l'action martiale de frappe ici soient unifiés ensemble. Et donc là, c'est sur ce mouvement-là. Donc je renvoie. Vous le sentez comment comme sens martial de ce mouvement? Je n'ai pas compris ta question. Quel est le sens martial de ce mouvement pour vous? Le sens martial. Ouais. C'est une séparation ou bien c'est une frappe au cou, quoi? C'est une frappe, ouais. Alors, je vais vous reposer une question différemment. Quelle est la différence avec le vol en diagonale? Différence ou pas? On voit pas beaucoup, hein. Ouais. Alors, ce n'est pas le même sens martial entre les deux mouvements. Ce n'est pas la même intention. Dans le vol en diagonale, on est presque plutôt dans une idée de projection. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez, il y a un enroulement ici, j'enroule, et puis après, je vais projeter ici mon adversaire, mon partenaire. Et ici, on est plutôt dans l'idée de parer, par exemple, un coup de poing, et ici, d'aller frapper. C'est plutôt percutant sur la partie, comment dire, c'est quoi? C'est radial du bras, ici, sur le centre du bras, pour venir frapper plutôt au niveau des côtes, ici. Vous connaissez certainement ce point Tapao, le 21 rat, qui est au niveau des côtes, ici. Donc ça, on est plutôt ça. C'est plutôt cette idée-là. Donc on est plus frappe ici, à mon sens, qu'on est projection, alors que dans le vol en diagonale, on est plutôt projection. Voilà. Si un jour, j'espère qu'on reprendra les cours en présentiel,
à votre niveau, ça devient vraiment intéressant et important de connaître les applications martiales de tous les mouvements de la forme. De tous, hein. Les 103 mouvements, il vous faut connaître les applications martiales de chacun des mouvements. Voilà. Et ça va vous donner plus de compréhension et puis peut-être vous amener des choses aussi sur l'unification, parce que le fait de travailler à deux, c'est différent, etc. Alors c'est là où aussi je trouve que, par exemple, les examens qui se font au niveau des fédérations, la fédération FAEMC par exemple, sont intéressants parce qu'on a obligation de montrer des applications martiales, que ce soit à la TT1, à la TT2. La TT1, c'est pour l'équivalent du deuxième Duan fédéral. À la TT2, c'est l'équivalent du troisième Duan. Voilà, et on a obligation de montrer des applications martiales. Et du coup, c'est une bonne manière, en se préparant à ces examens-là, de les travailler, parce que c'est peut-être un peu moins bien mis en avant dans nos examens d'école pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'épreuve d'application martiale. Voilà. Donc sur la TT1, par exemple, on demande des applications martiales choisies par le candidat. Sur la TT2, on demande, c'est le jury qui demande. On vous dit, simple fouet, montrez-moi une application martiale du simple fouet. Voilà. Donc, on peut très bien vous dire, montrez-moi une application martiale sur, séparer la crinière. Donc ici, par exemple, je viens parer un coup de poing qui arrive, je viens saisir le bras, le poignet, et je viens frapper au niveau des côtes. Voilà, une application martiale assez facile. Et il y a encore peut-être un peu plus ambitieux et intéressant, là aussi pour ceux qui s'intéressent un peu aux aspects martiaux, c'est de chercher des applications martiales en frappe, en clé, en china, et en projection, pour chaque mouvement. Donc, vous voyez, j'avais fait un stage il y a longtemps au bord de la mer avec mon ancien prof, et pour chacun des mouvements, on faisait 3 applications martiales avec une finalité différente. Donc en china, c'est-à-dire le travail des clés. Donc là, on est plutôt en frappe. Voilà, mais on peut aussi trouver assez facilement de la projection aussi sur celui-là, puisqu'il suffit que j'avance un peu vers l'adversaire et puis je vais plutôt le faire tomber. Et puis là, peut-être un petit peu plus compliqué en china, mais voilà, c'est pour dire qu'on peut trouver une grande diversité dans les applications martiales. Sur le DVD de Maître Yang, il propose une application martiale qu'il a gravée dans le marbre un peu pour illustrer sa pédagogie sur le DVD. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a une grande variété d'applications pour chacun des mouvements. Et il y a des interprétations suivant les écoles en plus qui sont variées, justement. Et d'ailleurs, ça justifie parfois des différences de style. Parce que parfois, l'application martiale est un peu plus connotée et va donner une orientation sur le style de la pratique. Voilà. Alors, donc on essaie d'avoir une interruption de ce mouvement par le travail de la taille, l'ouverture du pied un peu moins que 45 degrés et la coordination du haut et de bas pour aller chercher, séparer la crinière du cheval sauvage. Puis, on va trouver à nouveau une rotation du corps, rotation de la taille vers la droite qui va me permettre d'ouvrir encore un petit peu mon pied droit. On avait mis, donc ça fait partie des exceptions dans ce mouvement. Le pied de devant, il n'est pas à 45 degrés, il est un peu moins que 45 degrés. À quel autre endroit dans la forme on a une exception de ce genre-là, avec le pied qui est un peu moins que 45 degrés? À quel moment dans la forme? Je vous mets sur la piste. À quel moment dans la deuxième partie on a le pied avant qui est un peu moins ouvert? Séparation? Oui. Les coups de pied? Oui, les coups de pied. Donc ici, quand je viens chercher mon pied, il est un peu moins ouvert que 45 degrés. Donc faites attention à ce pied parce que justement, quand on a fait séparer la crinière du cheval sauvage, on est un peu moins que 45 et après on a besoin d'ouvrir un peu le pied. Donc si vous l'avez déjà mis à 45, vous allez vous retrouver avec un pied beaucoup trop ouvert et qui va vous gêner pour faire votre pas. Parce que du coup, vous aurez des problèmes d'équilibre et de déplacement sur ce mouvement.
l'autre chose que je voulais dire ici, c'est de fermer donc, le pied gauche, le pied arrière, ici. J'amène le poids, je repasse par le centre et j'essaie de vérifier si j'ai suffisamment de largeur. Parce qu'on a dit qu'effectivement, le pied est un peu moins que 45, mais il ne s'agit pas d'être sur un fil. Et très souvent, sur séparer la crinière du cheval sauvage, vous êtes trop, alors je sais que probablement en vidéo, vous ne voyez pas très bien mes positions de pied, hein, mais très souvent, vous êtes trop étroit sur ce mouvement. C'est-à-dire que si vous écoutez bien le ressenti, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait presque une ombrelle pour être en équilibre, hein. Donc il faut écarter suffisamment, hein. Il n'y a pas de... Le pied est un peu moins ouvert que 45, c'est ce qu'on a dit, mais par contre, essayez d'avoir votre largeur d'épaule. Et sur ce mouvement-là, c'est particulièrement sensible. Un peu comme dans emporter le tigre à la montagne ici, pour d'autres raisons, ici, où vous avez tendance souvent à être pas assez écarté. Il faut écarter. C'est là qu'on se rend compte qu'au début de l'enchaînement, on n'a pas beaucoup d'ouverture de hanche sur les mouvements et que à partir de la deuxième partie, on a ces ouvertures de hanche beaucoup plus importantes avec donc le début, emporter le tigre à la montagne, avec qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mouvement, je l'avais en tête, il est parti. Enfin bon, bref, enfin, je suppose que vous avez identifié aussi. Voilà, donc ici, j'ouvre suffisamment pour aller chercher mon mouvement. Donc ensuite, mon pied était un peu moins que 45. Je pivote mon pied cette fois à 45 degrés et par une rotation de la taille, je vais avancer mon pied gauche en passant par le centre et poser. Pareil, faites attention à l'écartement et à la direction de votre pied qui est moins que 45 degrés. Petit aparté sur la relation entre la taille et le dépôt du pied. J'aimerais que vous voyiez cet exercice que vous pouvez faire. Vous vous mettez sur un poids sur une jambe, ici, et quand vous allez vous préparer, par exemple ici, le mouvement qu'on appelle attraper le ballon, hein, puisque c'est un peu ce qu'on va faire ici. Ici, il y a ce mouvement circulaire, donc gauche et posé. Le mouvement circulaire des bras va aussi commander le dépôt du pied. Donc, il y a une coordination à trouver ici. Quand vous finissez votre mouvement de bras, vous posez votre pied. Vous voyez, je ne sais pas si c'est bien visible ici, là. Et pas... Oui. Donc, là, je forme mes bras et puis après, je m'occupe de mon pied. Voilà. Donc là aussi, dans un premier temps, pourquoi pas, quand on débute, on découvre les mouvements, le temps qu'on trouve le lien, etc. Mais après, il faut vraiment que vous soyez dans cette idée que la coordination du pied est en relation avec le haut aussi. Même chose, prenez le deuxième mouvement de l'enchaînement, c'est très, très simple, hein, ici. Donc quand je viens faire ce mouvement-là, c'est la même chose, hein. Donc deuxième mouvement, bon, je monte mon bras droit, je tourne, hein, et ici, quand je ferme à droite, mon pied avance. Donc, il y a bien une relation entre rotation de taille, positionnement des bras et dépôt du pied. Donc, la méthode ici, c'est celle-là. Alors, je change un peu de position ici. Je tourne la taille vers la droite et le pied avance. Et si je le fais avec les bras, ça donne ça. Même chose de l'autre côté, bien sûr. D'accord ? Voilà, donc là, c'est d'autant plus évident dans ce mouvement-là. Donc ici, j'ouvre un peu plus, je tourne ma taille vers la droite, je passe au centre, et avant que j'ai fini, et après c'est pareil. Pareil par rapport à tout à l'heure. Arriver sur l'enracinement, fin du mouvement, vérifier, paume vers le ciel, et donc le bras dans l'alignement de la jambe de devant. Le pied moins que 45 degrés. Et puis ensuite, on a le troisième, hein, léger retrait pour ouvrir à 45. Rotation de la taille vers la gauche, ramener le pied. Je n'ai pas encore fini de fermer mon ballon ici, hein, je suis en route en quelque sorte. Et ensuite,
quand je finis, mon pied se pose. Vous voyez cette phase un peu intermédiaire. Il y a une phase où mes mains sont presque superposées, elles ne sont pas encore en position finale, ici, hein, et ça va correspondre, la position finale, au dépôt du pied. Et après, le troisième mouvement. Voilà pour séparer la crinière du cheval sauvage. Donc, essayez de bien mettre de la continuité dans ce mouvement, sans précipitation. Léger retrait. Voilà. Et bien toujours sentir que c'est la taille qui travaille et pas le bras qui fait son mouvement. Il y a un truc qui m'est passé par la tête, j'ai dit il faut que j'en parle, je ne sais plus quoi. Oui, ici, pour accentuer le travail de la rotation du corps et comprendre le lien avec les bras, bon, ma main qui est en main crochet de mon simple fouet, du début de mon simple fouet diagonal, elle fait un mouvement un peu circulaire. Au lieu de faire, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ou alors, voilà, je ne sais pas si c'est flagrant, j'essaie de peut-être m'approcher. Vous voyez, mouvement circulaire, main droite, la main droite s'ouvre pour attraper après. Donc il y a ce mouvement-là. Oui. Et pas... on pourrait dire que c'est à peu près la même chose. C'est subtil déjà, comme j'espère que vous voyez un peu la différence, apparemment oui. Donc ça, c'est les petits temps où vous pouvez justement mettre en œuvre à la fois le travail de la taille de manière plus lisible et le connecter et l'unifier avec le travail du haut du corps, pour pas que ce soit uniquement la taille qui fasse. Parce que finalement, faire fonctionner la taille, ça ne suffit pas. Si on veut unifier, c'est un des éléments, la taille. Mais ça ne suffit pas. Si la taille fonctionne bien avec le bas, mais que le haut, ça ne marche pas, on n'a pas unifié encore. Voilà, donc il faut bien aller chercher. Oui. Oui, la rotation, là, elle part du coude. Quand tu fais la rotation comme ça part du coude ou de l'épaule ou de tout? Je suis embêté pour toi. Je ne suis si pas sûr de comprendre. Non, ça ne part pas du coude, c'est sûr. Ici, c'est plus le corps qui entraîne ma rotation. Hein, et après, c'est par ma taille, en fait, que ça se fait. D'accord, ok. C'est tout. Hein, dans tes trois propositions, c'est peut-être le tout qui me convient le mieux. Ok, ouais, d'accord. C'est pas comme les nuages, d'accord. C'est le bras, la taille et le bras complet. Par rapport à ça, là, ouais. Par rapport au nuage, quand on est dans cette phase-là, non, c'est pas comparable. Et la taille et le bras qui part, d'accord. Non. Parce que le coude se relâche ici et après. Ok, voilà. D'accord, merci. Tout ça, ça va contribuer à la sensation, encore une fois, connectez-vous à votre ressenti, à la sensation de stockage avant de faire la restitution. Hein, puisque ici, il y a du cercle, je prépare mon stockage, là, je stocke. Et à partir de là, je restitue. Alors bien sûr, on le fait lentement, ici dans l'enchaînement. Et après, voilà pour ce mouvement, séparer la crinière du cheval sauvage. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations à faire sur ce mouvement? C'est bon pour moi. Ouais. Ok. Alors, la sortie de ce mouvement, ici, elle est assez simple, elle est assez connue. Ici, donc je ferme mon pied droit à 45 degrés. Je reviens attraper le ballon pour faire mon pas. Et après,
j'ai caressé la queue de l'oiseau que vous connaissez aussi, et bien sûr toute la séquence ici du pinglu de Gênes. Voilà. Donc, je vais revenir sur le même détail que je viens de parler à l'instant. Donc là, j'étais dans séparer la crinière. Donc, je le monte en ce sens-là. 1. Vous voyez le mouvement? Donc, il y a rotation de taille vers la gauche pour fermer mon pied droit. 45. Retour. Et coordination avec le pas et le fait de me retrouver dans la position de tenir le ballon. Et après, par contre, là, c'est différent, mais c'est le même principe que précédemment pour aller chercher le paré à gauche. Donc, c'est la même chose. Voilà, donc encore une fois, je reviens en fait à travers ce mouvement-là sur l'idée que votre travail du corps, travail des bras sont coordonnés avec le pas. Et après, on peut aller chercher ce mouvement-là. Attention, il paraît tout bête ce mouvement, mais vérifiez bien sa coordination pour que le bas du corps aille doucement et que le haut du corps, lui, soit synchrone. C'est pareil, quand mon bras arrive en bas, c'est mon ancrage. Je change de position pour qu'on voie mieux le bas, mais là. Et c'est pas... On ne doit pas voir bouger les bras alors que le bas ne bouge plus. Les bras bougent. Voilà. Alors très souvent, comme le mouvement ici, il est quand même beaucoup plus important que ce qu'on a à faire avec le bas du corps, ben, vous avez tendance à arriver en bas et à finir le mouvement avec les bras. Voilà, donc là, pareil, à votre niveau, maintenant, il faut aller au-delà de ça pour aller chercher la coordination. Alors là, je le fais vite, mais après, si la difficulté, c'est de le faire lentement aussi, bien sûr. Alors, des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, on le sent plus facilement si on accélère un peu le mouvement avec l'aspect un peu martial, un peu tonique. On sent mieux cette nécessité de coordination entre le haut et le bas. Et après, vous le transposez pour que ça soit la même chose quand on le fait lentement. Et c'est pour ça que c'est curieux, on dit que c'est coordonné. Je m'interroge, je ne sais pas si c'est si coordonné que ça. Oui, c'est coordonné pour que ça arrive ensemble. Mais en réalité, il y a le haut du corps qui va plus vite que le bas du corps. Donc, en ce sens-là, moi... Pardon? Ça fait plaisir à entendre. Parce Ah, que coordonner, moi, ça m'a toujours posé un problème. Je ne comprenais pas... En fait, je trouve qu'on n'est pas coordonné. En effet, on arrive à la fin en même temps. Mais... Oui. Oui. Après, ça dépend de quoi, effectivement, de quoi on parle. Si on parle effectivement de l'arrivée finale, c'est coordonné. Voilà. On veut que ça soit coordonné, mais en cours de route, ce n'est pas coordonné. C'est ça. C'est désynchronisé pratiquement, on peut dire, pour que justement ça soit coordonné à la fin. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, quand on pense coordination, on se dit, bon, il faut tout faire en même temps, mais en fait, ce n'est pas le cas. Enfin, voilà. Non. Ouais. Parce que si vous voulez faire en même temps, ben vous allez arriver trop tôt devant et trop tard en haut. Ouais. Voilà, sur ce moment-là. Ouais. Des fois, c'est curieux, hein, c'est le choix des mots aussi. Choix des mots, des fois. Ouais, moi, je pense que voilà. c'est un problème de traduction, en fait. Le concept n'est pas le même, forcément. Il doit y avoir des nuances, peut-être, en chinois et avec le français, et on n'a pas trouvé le bon mot. Et du coup, je trouve que ça interroge, parce qu'il y a des erreurs comme ça. Enfin, moi, j'ai d'autres camarades qui pratiquent avec moi. Coordonnées, on ne comprend pas, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est un souci de... Ouais. Oui. Alors, en plus, comme pour compliquer les choses, c'est passé par l'anglais, puisque Maître Yang enseigne en anglais. Donc, il y a quand même 2 traductions en cours, et donc, il se peut que coordonner, ce ne soit peut-être pas tout à fait l'idéal. C'est ça. Donc, je pense qu'on perd du sens dans le mot avec les traductions. Ouais. Donc, on peut le garder à ce moment-là, mais en pensant à la fin du mouvement, c'est-à-dire la fin du mouvement est coordonnée, c'est-à-dire les deux arrivent ensemble, tout arrive ensemble. Et c'est pour ça que le terme unifié me paraît pas mal. On unifie pour que ça fonctionne ensemble. Voilà. Et pour unifier, on est obligé d'aller chercher ces décalages, entre guillemets, ces désynchronisation pour unifier, justement. Voilà, bah super, content de... Merci. On cherche ensemble. C'est vous qui me faites découvrir des choses aussi, des fois. Alors, donc là, on était dans le dernier mouvement. Donc, je ferme.
je coordonne, hop, et j'y vais tranquille pour que ça arrive ensemble. Ensuite, on va connaître l'enchaînement, ici avec Peng, Lu, J. Ah non, je vais un peu vite parce que c'est un passage qui est connu, donc je ne m'inquiète pas trop sur votre connaissance de ce mouvement. Voilà. Quand même, j'en profite. C'est un peu ma marotte, mais j'aime bien le rappeler parce que des fois, il faut que ça rentre plusieurs fois, régulièrement. Ces mouvements qui sont connus, qui sont répétés sans arrêt, c'est sur ces mouvements-là que vous allez trouver du progrès potentiel, c'est-à-dire une manière d'améliorer votre pratique, c'est dans ces mouvements, parce qu'ils sont super connus, parce que vous les pratiquez sans avoir besoin de réfléchir. Et ça, c'est super important. Du coup, vous allez pouvoir mettre votre intention dans autre chose que l'aspect corporel, savoir comment placer votre bras, votre main, etc. Donc, essayez de bien repratiquer en conscience ces mouvements et plus comme une récréation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des fois, voilà, on arrive là, voilà, c'est peinard. Je n'ai pas besoin de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est tellement rentrer dans le corps que ça se fait tout seul. Je peux raconter les faibles de La Fontaine en même temps, ça va marcher en même temps. Je n'ai pas de problème. Voyez, et c'est un peu le dommage. En gros, vous avez un endroit où vous pouvez avoir de la progression et vous n'en profitez pas. C'est moi un peu l'impression que j'en ai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait caresser la queue de l'oiseau, ici, je repars et j'essaie de sentir, encore une fois, la relation avec le cercle, la continuité, la coordination entre le pied qui se pose, l'arrivée sur le stockage et la restitution, et le travail de la taille avec le 8, par exemple, ici. Le stockage, la restitution, et puis, à nouveau... Vous voyez tous ces éléments ici qu'on peut rechercher en vérifiant que la tête est suspendue, en vérifiant tout ce qui touche par exemple aux différents principes. Voilà. Donc, revisitez régulièrement ces mouvements dans vos pratiques et ne les faites pas de manière mécanique, répétitive. Voilà. Après, c'est presque... Ça devient presque moins fun, entre guillemets, vous voyez, parce que on a l'impression qu'on le rabâche un peu sans arrêt dans la forme. Donc, ça lasse un petit peu plus. Et voilà, c'est un peu... je fais une comparaison, je ne sais pas si elle est judicieuse, mais c'est un peu dans la relation, la même chose, hein, avec son conjoint ou sa conjointe. Hein, c'est d'essayer d'avoir régulièrement un regard un peu plus neuf. Hein. Je n'ai pas dit que je le faisais aussi, hein, mais c'est difficile pour tout le monde. Mais, nourrir voilà, la pratique. Hein? Voilà, nourrir la pratique et nourrir la relation. C'est ça. Hein, donc, ici, j'essaie sans arrêt de revisiter, de revoir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce que je peux creuser à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je peux ressentir. Voilà. Maintenant, mettez-vous bien dans cette dynamique du ressenti. Alors, c'est un peu ambigu, le ressenti. C'est-à-dire que le ressenti, des fois, il n'est pas juste. Et pourtant, je vous conseille de vous connecter à votre ressenti. Voilà, c'est un petit peu comme le proverbe chinois, tout est vrai et le contraire aussi. Il faut se connecter à son ressenti et puis parfois il y aura besoin d'ajuster son ressenti par justement le retour de nos professeurs, de nos maîtres qui vont nous dire non, ça c'est pas OK, voilà, ça veut dire que là j'avais pas bien senti les choses. Voilà. Mais on a quand même tout à gagner à se connecter à son ressenti et à écouter les sensations. Pour ne pas être toujours dans la mentalisation du mouvement. Hein, alors là, il faut que je attrape mon ballon, j'offre mon bouquet de fleurs, j'ouvre. Voilà. Et il faut que je me connecte à mon ressenti pour donner de la vie à mon mouvement. C'est ce qu'on va retrouver aussi à travers l'expression du regard. On n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais l'expression du regard dans le travail de la forme, c'est la tête est suspendue, l'esprit est éveillé, donc on doit dégager quelque chose. Donc si j'ai les yeux vers le bas, qu'il n'y a pas d'expression de mon visage et que ma tête n'est pas suspendue, ça ne donne pas du tout la même chose. Voilà, donc il faut donner
de la présence. C'est peut-être le mot que je trouve pas mal, hein, donner de la présence à votre prestation. Là aussi, c'est un exercice intéressant. Alors, au mois de juin, en principe, je ne sais pas si ça aura lieu, mais en principe, il y aura Europa Tai Chi à nouveau à Paris, hein, donc une compétition entre guillemets, en tout cas un rassemblement où on se retrouve pour pratiquer et devant des jurys, etc. Et ben, je pense que Véronique était là l'année dernière. Donc, c'est un exercice intéressant. Ça apprend à gérer le stress. Il y a Renaud aussi qui était venu. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais plus. Qui est-ce qui était à Europa Tai Chi l'année dernière? Et c'est un bon exercice parce que justement, c'est l'occasion d'exprimer un peu ça aussi, c'est-à-dire de donner un peu de présence à votre forme parce qu'on est, c'est vrai, un peu plus dans une démarche, comment dire, de prestation et d'être élégant, entre guillemets, hein. Donc, ça fausse un petit peu peut-être le travail habituel, mais en même temps, ça vous fait travailler cette dimension-là. Donc, ce n'est pas inutile, hein, même si après, il ne fallait pas non plus se la péter ou se la jouer, quoi. Vous voyez, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais donner de la présence à votre regard, à votre port de tête, à votre manière de bouger, hein, pour que ça soit, que ça dégage et de l'extérieur, ça donne quelque chose. Voilà. Et je pense que ce n'est pas non plus à exclure. Voilà. Ce n'est pas le truc qui n'est pas bon ou le truc qui est bon. Enfin, voilà. Donc, c'est un exercice. C'est pour ça que je pense que ce type de manifestation, c'est aussi un exercice pour nous. Un exercice qui nous confronte, par exemple, à nos émotions. C'est-à-dire comment je fais une démonstration publique d'un mouvement de la forme où il va falloir faire mes coups de pied. J'ai 4 ou 5 personnes dans les jurys qui me regardent et puis je stresse un peu. J'ai Guy Boll qui flageole et puis voilà. Et donc là, ben là, on se rend compte que ah ben oui, c'est vrai que le tai chi, c'est censé aussi permettre de régulariser ses émotions. Voilà. Donc, comment je peux arriver concrètement dans une situation de stress, justement, à garder mon centrage, ma respiration basse. Voilà. Donc, c'est un travail, c'est des travaux pratiques, hein, en réalité. Voilà. Alors, il y a des gens qui n'apprécient pas du tout les compétitions dans les arts internes. C'est respectable, hein, voilà. Mais moi, je trouve que c'est l'occasion de faire un exercice justement complémentaire de ce qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà, donc si vous êtes partant, moi je suis partant, hein, je suis chaud bouillant pour le mois de juin pour Europa Tai Chi à Paris, donc à la Halle Carpentier. Donc ça y est, il y a déjà les infos sur le site internet. Il faut que je concerte un petit peu mes différents collègues de la Young Family pour qu'on en reparle. Mais je pense qu'on va essayer de se mobiliser pour être présent aussi. C'est une manière de parler un peu de l'école. Alors, donc voilà, donc du coup là, on se retrouve à nouveau au niveau du simple fouet. Donc, on a dit dans le petit moyen mnémotechnique tout à l'heure, donc navette, nuage, serpent, NNS. Donc, après avoir fait séparer donc, la crinière du cheval sauvage, on arrive au simple fouet et c'est là qu'on va avoir nos fameuses navettes. Donc, les navettes, je vérifie l'heure. Oula, c'est déjà bien avancé. J'ai dû être un peu bavard. Alors, à partir d'ici, on va ici tourner le corps, toujours, pour ramener ici le bras qui va tourner un petit peu. C'est un peu différent des navettes. Dans les mains nuages, pardon. Ici, dans les mains nuages, on est là. Vous voyez, la main gauche, elle n'a pratiquement pas bougé. Et après, j'ai mes mains nuages. Dans les navettes, ici, c'est différent. Mais par contre, ce n'est pas si différent que ça, parce que ça ressemble plutôt à un autre mouvement. Quand on a fait le coup de pied ici pour frapper le tigre, on a la même forme de main. Donc on va dire que ça rejoint un petit peu la main gauche, la forme qu'on avait dans frapper le tigre. Donc je suis dans mon simple fouet, rotation du pied, fermeture de mon bras gauche. Et ensuite, quand j'amène mon poids du corps sur ma jambe gauche, ma jambe arrière, j'ouvre ma main droite. Et poids du corps, ouvrir, soulever le pied et ouvrir le pied dans la direction cardinale. Donc là, on est sur un pas intermédiaire, donc on est pour l'instant sur la ligne. On n'a pas encore notre écart entre les deux pieds. Vérifiez, à partir de votre simple fouet, vous fermez votre pied gauche, amenez bien le poids sur la jambe droite,
Fermez bien le pied gauche. Vous ramenez et ensuite, vous allez soulever le pied pour le déposer au même endroit, mais on le dirige vers la direction cardinale. Et après, on pourra faire le pas vers l'avant avec la largeur des épaules. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Vous êtes toujours là? C'est bon pour vous? Vous m'entendez ou pas? Oui, 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 c'est bon. C'est bon. D'accord, excusez-moi, parce que j'ai mon téléphone qui a sonné, il y a un affichage sur mon ordinateur qui est apparu, bon, c'est pas grave. Ok, très bien. Alors, 1, rotation. 2, ouverture de la main, soulevez le pied, posez le pied ouvert et lâchez le coude, l'épaule. Pour ensuite coordonner le premier pas avec le mouvement de bras. Je vais changer d'angle peut-être, ici. Donc, 1, 2, ramenez. 3, lâche bien mon épaule. Et ensuite, coordonner. Donc, le haut et le bas pour que quand vous arrivez dans la position de préparation, ici des navettes, hein, ça correspond au dépôt du pied. Ça ne peut pas être les bras et le pied après. Hein, le bras et le pied arrivent ensemble. Et ensuite, ça ne sera pas très difficile d'aller chercher le mouvement des navettes, ici, avec le bras gauche qui part vers le haut, le bras droit qui vient frapper plutôt au niveau du milieu de la poitrine, plexus. Ok, je monte dans ce sens-là, je pense que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Vérifiez bien dans votre démarche de compréhension du mouvement que vous avez compris d'abord le bas du corps, puis le mouvement direction du corps, hein, puis ensuite les bras, hein, et après le regard, hein, donc pour le travail de l'intention. Donc, premier mouvement, 1, et là, la coordination. Voyez, poser, lâcher. Et ensuite, coordonner. 1, 2. Voilà, bon là j'ai fait un peu découpé, hein, donc maintenant il faudrait essayer de me faire un petit peu plus en continu. Donc dans votre sens de forme, hein, désolé, je tourne un peu dans tous les sens, ça doit un peu vous perturber, mais essayez d'avoir les bons angles pour être vu. Donc dans votre sens, pour vous, c'est ça. Alors très souvent, sur ce mouvement, il y a souvent un problème d'ancrage, d'enracinement qui est lié à votre pas. Pareil, je vais le refaire dans ce sens-là. 1. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes trop sur une seule ligne. Il faut écarter. Donc, trouver votre largeur d'épaule. Et quand on vient faire le mouvement de la première navette, ici, vous devez faire attention, comme vous avez le bras droit qui vient frapper. Assez facilement, on a tendance à tourner la hanche. Et du coup, si vous sentez bien, votre genou droit, il va rentrer. Moi, je ne fais pas trop parce que j'ai mal au genou, mais ici, donc du coup, ce n'est pas la hanche droite qu'il faut tourner pour aller faire cette frappe, c'est la taille qu'il faut tourner. C'est uniquement ça. Faites cet exercice-là en pas de l'arc. Si vous sentez que le poids bouge sur les pieds ou les genoux bougent un peu, ce n'est pas OK. Ça veut dire que vous bougez trop votre hanche. Il faut que vous sentiez que c'est l'axe, le centre, et que ça n'impacte pas votre jambe arrière. Sinon, vous allez perdre l'arche entre les jambes. Parce qu'on dit souvent il faut garder l'arche entre les jambes. C'est vrai. Mais des fois, le problème, c'est que vous avez quand même le défaut. Et vous arrivez là, vous avez fermé l'arche, et on vous dit ah ben, pensez à l'arche et vous ouvrez l'arche. Le mieux, c'est de l'avoir du premier coup. Hein. Si à chaque fois vous êtes obligé de corriger, c'est trop tard. Voilà, donc, il vous faut sentir que
vous avez l'arche en permanence ici, sur ce mouvement, et que là, c'est un mouvement de taille et pas un mouvement de la hanche. Parce que si vous engagez trop votre hanche droite, vous allez rentrer votre genou arrière. Et là aussi, les applications martiales, ou le faire avec un mannequin ou un sac de frappe, hein, ça permet de sentir comment ça se passe quand il y a un peu de dynamique dans le mouvement. Parce que du coup, quand il y a un peu de dynamique, on sent que ça part plus encore. Alors, si vous ne maîtrisez pas bien votre genou, vous allez sentir qu'il rentre à l'intérieur. Donc, faites attention à cet aspect-là. Dans toutes les navettes, à chaque fois, hein, c'est de bien tourner la taille et de sentir que ça vient du centre. Et de vérifier et de contrôler le bas. OK, donc voilà pour cette première navette. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez préciser un petit peu? J'insiste un peu sur la coordination aussi, hein, de ce mouvement-là, hein, avec premier temps, ouverture de la main. Posez le pied, lâchez. Et ensuite, coordination. Et puis, rapidement, essayez de me trouver de la continuité aussi dans ce mouvement. C'est un mouvement qui est assez joli. Il va aller dans différentes directions, donc ça ne va pas être facile aussi en termes de direction. Mais donc la continuité du mouvement va nous amener aussi toute la légèreté du mouvement finalement. Hein. Donc le fait que le mouvement est assez agréable à regarder. Alors, je vous ai laissé réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première navette? Ça va? Apparemment. OK. Bon, je pense que dans l'ensemble, peut-être redire aussi sur ce mouvement des navettes. Là, on vient de parler du bas du corps et je voudrais parler un peu du haut du corps. De sentir que quand vous faites ce mouvement-là, ici, vous devez sentir que vous ouvrez les omoplates à l'arrière, que la poitrine se fond un petit peu ici à l'avant. Ici que, alors notamment, par exemple ici aussi, dans cette phase-là, si vous emmenez trop votre coude vers l'arrière, vous allez sentir comment la poitrine s'ouvre. Donc vous devez garder la poitrine fondue. Donc pour ça, il ne faut pas que votre coude, celui-là, hein, il vienne comment dire, vers le dos et donc qui referme les omoplates, hein, notamment l'omoplate du même bras, l'omoplate droite. Sinon, vous devez sentir que là, c'est ouvert dans le dos et c'est ouvert à la fin. C'est ouvert avant et après. Voilà. Et très souvent, on a un peu tendance à faire un mouvement tellement ample ici qu'on ferme derrière et après on ouvre. Voilà. Donc, essayez de bien sentir cette relation. Là, l'explication, c'est l'énergie vient du bas du corps, passe par les pieds, remonte dans les jambes, est guidée par la taille, puis va arriver dans la région des omoplates. Hein, et donc, elle va pouvoir aller se transmettre dans les mains, dans le mouvement qui frappe, qui fait son action martiale, parce que c'est ouvert derrière. Et si vous fermez, vous allez interrompre le flux en quelque sorte. Hein. Si à un moment donné vous faites ça, vous interrompez, ça va plus remonter en quelque sorte de manière continue. Voilà. OK, donc voilà pour la première navette. On va quand même essayer de faire. Ça va, c'est bon pour vous si je déborde un tout petit peu? Ouais, si quelqu'un a des contraintes d'horaire, vous me dites, il n'y a pas de souci. Donc je veux quand même qu'on voie la navette suivante. Donc la navette suivante, vous étiez normalement là dans votre sens. Donc ici, on a chevaucher le tigre. Donc c'est un temps où on vient s'asseoir sur la jambe arrière. La main gauche descend, donc je la monte de face. La main gauche descend. La main est légèrement redressée. L'autre main est plutôt à plat. Hein, je change d'angle aussi. Je suis à peu près au niveau de la poitrine, ici. Donc, ça, c'est l'idée de parer une frappe avec le pied. Un coup de pied arrive, ici, hein, et pour l'éviter, cette main-là va venir vers le tibia, on va dire, et l'autre main va venir plutôt au niveau du pied. Donc, je pars
ici un coup de pied avant d'aller chercher ma rotation. C'est une des possibilités. Bien sûr, il y en a d'autres. Puis, je ferme mon pied gauche. Alors là, dans quelle direction je ferme mon pied gauche? Normalement, vers le sud. Le pied gauche va se refermer complètement vers le sud et je vais ouvrir les bras plus larges que la largeur de mes épaules. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je reste un peu dans la même philosophie de la simple manœuvre, du simple fouet habituel. C'est un peu le même genre de mouvement ici au départ. À part qu'on ne va pas avoir ce mouvement circulaire pour aller repartir. Voilà, donc 1, 2, fermez bien le pied gauche. Ensuite, avec le mouvement de la taille vers la droite, je vais aller chercher un mouvement circulaire horizontal. Et avec une rotation pronation-supination, c'est-à-dire la paume de la main qui est vers le sol au départ, qui va se tourner vers le ciel, mais avec mon mouvement circulaire. C'est la main droite sur laquelle j'insiste un peu, pour que vous trouviez bien ce mouvement ici, qui reste sur un plan horizontal. Vous voyez, ça c'est horizontal, et là je mets ma pronation-supination en plus. Mais je reste sur un plan horizontal. Si je mets la main à plat, je reste pareil. Et là je rajoute ici ma pronation-supination. Des fois, vous êtes embêté parce que vous ouvrez trop le bras droit, ici. Si vous l'ouvrez trop, vous allez avoir du mal à ramener ici sans lever le coude et l'épaule. C'est pour ça qu'on est un peu plus large que les épaules, mais assez rapidement, on se rapproche du corps, de la poitrine, ici, pour aller chercher notre pronation-supination. Et la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2. Bien sûr, là, j'ai fait que le haut du corps et pas le bas du corps. Donc, on doit se retrouver normalement avec les deux paumes des mains vers le ciel. Ici. La difficulté, c'est qu'en même temps, je vais amener le poids du corps sur ma jambe arrière. Et quand je pose mon pied, c'est là que j'ai mes bras qui sont croisés. Donc, mon pied s'est déposé dans la direction diagonale nord-ouest, avec suffisamment d'ouverture de hanche pour être stable. Alors, je ne suis pas encore stable parce que c'est le moment un peu délicat, mais mon poids du corps, il est resté sur ma jambe gauche dans cette phase-là. Quand j'ai fait mon mouvement, j'arrive là, mon poids du corps est sur ma jambe gauche. Donc là, il y a un petit moment de solitude, surtout quand on s'y arrête pour l'expliquer, mais c'est un mouvement pas facile, un passage pas facile. Ok. Donc, je reviens sur cette position-là, mon pied ici vers la direction cardinale. Je tourne ma taille, je viens chercher mon cercle, mon transfert de poids. Mon pied passe par le centre. Quand je pose mon pied, je croise, je finis de croiser. Puis, mon bras droit va voyager en amenant un peu de poids sur ma jambe droite et progressivement, je ferme mon pied gauche pour finir la deuxième navette. Donc là, votre pied gauche, il est direction cardinale. Votre pied droit est direction diagonale. Donc nord-ouest et ouest pour le pied gauche. Donc ça, c'est la position des pieds. Le corps donc, tourne vers la droite. Je fais attention à que mon genou gauche ne rentre pas. Donc je fais attention d'utiliser ma taille et pas ma hanche gauche. Voilà. Et la même chose, bien sûr, pour les bras. C'est la même chose. La main droite qui part vers le haut, la main gauche qui vient plutôt pénétrer. Elles ne sont pas au même niveau. On est bien d'accord que la main ici qui part est plus proche de la tête. Celle-ci est pénétrante. Voilà. Alors voilà, le moment délicat, c'est effectivement, si je refais à partir d'ici, le moment délicat, c'est celui-là, c'est ce passage-là. Donc, cercle avec pronation, je ramène, supination, poser, ouvrir la hanche, poser le pied. Gardez bien le poids derrière. Puis, parer, frapper. Voilà. Pour le coup, il est parfois un peu difficile à faire lentement parce que
il y a tellement de passages où on est un peu en déséquilibre. Donc ça, c'est la navette la plus difficile, hein, des 4. Enfin, il y en a 2 qui sont pareils, donc la dernière, c'est la même que celle-là. Donc du coup, tant mieux, si vous la comprenez, ça vous permettra de faire aussi l'autre. Mais bon, c'est quand même un sacré morceau, ça, cette navette. Est-ce que ça va? C'est en termes de direction, c'est à peu près clair, parce que je sais qu'en vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, pour vous, la direction de pratique, c'était celle-là. Donc, nord-est, et vous finissez nord-ouest, en termes de direction. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette deuxième navette? Vous n'en pouvez plus, là. Vous avez tellement... Les trucs, ils sont tous... OK. Bon, là, c'est vrai que ça nécessiterait un petit peu de correction individuelle, de vous voir un peu pratiquer. Hein. Donc là, pour des raisons techniques, je ne peux pas trop le faire non plus aujourd'hui, vous faire passer plus individuellement. Bon, on verra ça plus tard. Et puis, on va peut-être refaire la première navette et la deuxième navette. On va faire le début de la 3 pour terminer. Hein. On va refaire ensemble le début de la 3. OK. Alors, on y va pour relire. Écoutez, j'espère que ça a été pour vous. Et puis, donc, on se retrouve le mois prochain. C'est le 22 mai, je crois. On avait regardé tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer une petite vidéo pour qu'on débriefe un peu sur votre pratique. Alors, je suis disponible pour ça, même si je suis confiné pendant 4 semaines dans le Périgord. Je peux le faire quand même. OK. Rigueur, ça va. Écoutez, passez. Ouais, ça va, il y a pire. Hein. Ouais, je pense qu'il y a pire, ouais. Bon, écoutez, passez un bon week. Oui. Je peux te prendre 3 minutes off pour deux bricoles. Ouais.
Par rapport au cours ou par rapport au... Non, pas par rapport au cours. Je t'appelle après comme tu veux. Ah oui, d'accord. Alors, je m'assois. Au revoir. Oui, on va rester, Au revoir tout le monde. on va rester en ligne. Au revoir Nancy, Voilà. au revoir Véronique, au revoir Au Marie, revoir. Marie. Au revoir, Au merci revoir, à Philippe. tous. Au revoir, Valérie. Bon week-end, pas Salut. trop de chocolat. Bon week-end. Bon week-end, Pascal. Oui. Mangez pas trop de chocolat.